Mieux vaut prévenir que guérir. Mais oui, ça va Laetitia, pas de symptômes de la grippe pour Aucun. l'instant. Profitez-en parce qu'on a un spécialiste de la question avec nous en studio aujourd'hui. Vous n'allez quand même pas me souhaiter la grippe. Mais non, mais vous me dites que pour ne pas attraper la grippe, vous courez au grand air. Eh ben je sais pas. Ça fonctionne ça, Didier Raoult, ou pas? Vous savez, on comprend très mal la susceptibilité à la grippe, on comprend très mal les épisodes d'épidémie, et toute simplification est abusive. Alors je peux pas vous dire ce qu'on est en train de faire dans mon laboratoire parce que c'est pas encore publié, on communique jamais sur les choses qui sont publiées. Même si on vous tire les verres du nez un petit peu. Je suis assez robuste. Oui, ça, je sais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a découvert depuis peu de temps, pas que nous, d'autres, ça s'est publié, qu'il y a des gens qui portent le virus de la grippe ou d'autres virus respiratoires et qui ne sont pas malades. Donc la grippe ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont donc une susceptibilité. Alors, il y a des éléments génétiques, il y a des gens qui sont plus sensibles génétiquement, et puis il y a probablement des éléments qui sont liés aux microbes naturels que nous avons dans l'appareil. Continuez à courir, Laetitia. Si vous pensez que c'est super bon, pouvoir, j'y vais. Allez, go. À tout à l'heure. C'est donc un des plus grands chercheurs dans le domaine de la microbiologie, un nom associé également à la découverte de virus géants, Didier Raoult. Donc notre invité dirige à Marseille l'IHU Méditerranée Infection, un centre de référence en matière de maladies infectieuses, et puis également l'unité de recherche en maladies infectieuses et tropicales émergentes à Dakar, où il est né d'ailleurs. Non content d'avoir signé des centaines de publications dans les plus grandes revues scientifiques, Didier Raoult propose toutes les semaines aux lecteurs du Point une rubrique sur la santé, qui déborde d'ailleurs souvent sur les questions de société. Il vient de regrouper ses chroniques dans un ouvrage, Mieux vaut guérir que prédire, qui sort chez Michel Lafon. L'occasion donc de discuter avec ce libre penseur sur des sujets autour des épidémies, de l'hôpital public, de la recherche scientifique et des grandes peurs sanitaires. Vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant à Didier Raoult en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour. À la une de la science aujourd'hui, un nouvel éclairage sur l'arrivée des premiers colons américains. Oui, des os gravés découverts dans une grotte entre l'Alaska et le Canada nous aident à comprendre l'histoire des premiers peuples américains. On replonge en plein âge glaciaire, il y a 30 000 ans, avec le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupan, qui poussera aujourd'hui un coup de gueule contre la télémédecine. Stéphanie Texier réalise cette émission, préparée par Dylan Beiner avec Pierre de Certaine. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour donc, Didier Raoult. Bonjour. Professeur de microbiologie, chroniqueur donc chaque semaine dans le Point. Scientifique et journaliste, informez le grand public, donnez votre opinion, souvent secouez le cocotier sur les questions de santé et de société. C'est ce qui vous amène à prendre votre plume toutes les semaines ? Oui, je trouve qu'il y a une discordance qui est probablement naturelle, si vous voulez, entre l'information qui circule et celle qui est reprise, qui fait le buzz, comme on dit actuellement, et la réalité observée, et que on a besoin de faire une information qui soit moins éphémère, c'est-à-dire d'informer sur des choses qui ont un peu plus de stabilité dans le temps. Par exemple, vous voyez, on parlait de grippe tout à l'heure, nous, on mesure à Marseille le nombre de morts par la grippe. C'est vrai que depuis 2 ans, il y a 2 fois plus de morts, il y a 20 morts par an dans le CHU de Marseille. Et ces 20 morts par an, c'est plus que toutes les maladies qui ont fait le buzz depuis 20 ans en France. C'est plus de morts en 20 ans, quand vous ajoutez la maladie de la vache folle, plus le SARS, plus le MERS Corona d'Arabie Saoudite, plus les 2 grippes aviaires, plus chikungunya, plus Zika. Donc tout ça, on affole les gens avec des maladies, et plus qu'Ebola en France. Donc en France, moi je crois qu'il est important de remettre les choses en perspective, d'une part, sur la réalité observée, de pas essayer de prédire trop de catastrophes. Moi j'aime pas beaucoup les prophètes en général, dans ce domaine et dans d'autres, parce que je n'y crois pas. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des prophètes, mais qui sont très rares parmi les faux prophètes, et que donc il faut ramener un peu de calme dans cette ambiance d'excitation où tous les jours on a l'impression qu'on va avoir la fin du monde. Eh bien donc on va prendre une bonne dose de sérénité avec vous. Mieux vaut guérir que prédire, cet ouvrage qui paraît. Et on en parle dans un instant avec les messages des auditeurs. La tête au carré, l'actualité des sciences
sur France Inter. Didier Raoult, notre invité, professeur en microbiologie. Vous êtes découvreur de nombreux virus géants. Vous dirigez à Marseille donc le plus grand centre en maladies infectieuses et vous signez chaque semaine depuis un certain nombre d'années maintenant une chronique dans Le Point. Chroniques donc qui sont regroupées dans cet ouvrage. Mieux vaut guérir que prédire. L'avenir des êtres vivants est imprévisible. Agissons au présent, c'est son sous-titre et qui paraît donc chez Michel Lafon avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors je savais pas, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, Didier Raoult, mais vous avez baigné depuis tout petit dans les microbes et les virus finalement, hein? Ah bah oui, j'ai même grandi moi dans l'unité de recherche que mon père avait bâtie, parce que je dis toujours mon père était plus fou que moi. Il avait fait construire l'appartement dans lequel nous vivions au premier étage du laboratoire de recherche en nutrition tropicale qu'il avait construit à Dakar. Ouais, c'est ça. Ouais. En face de l'Institut Pasteur de Dakar, du CHU de Dakar, et de l'autre côté on avait la plage pour aller se baigner à 50 mètres. Ouais. Quoi, difficile d'y échapper alors du coup? Écoutez, ça paraît idiot, mais je me suis rendu compte simplement à l'âge de 42 ans que je sais probablement le même métier que mon père. Jusque-là, je m'en étais pas rendu compte. Bon, ben vous voyez finalement. Ouais. Et alors Dakar, d'ailleurs, vous y retournez toujours, hein, puisque vous avez même un centre là-bas avec lequel vous travaillez. Depuis 10 ans, on a un laboratoire là-bas. On travaille sur les maladies émergentes là-bas et sur avec des surprises extraordinaires et des choses extrêmement intéressantes. C'est vrai. Et des découvertes qu'on ne pourrait pas faire évidemment en France, qui sont liées directement au terrain particulier tropical. Oui, vous savez, les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème. C'est maladies. Moi, je suis un écologiste, un vrai, pas un écologiste politique, mais un vrai écologiste. Il n'y a pas de maladie infectieuse qui ne soit pas le reflet d'un écosystème, soit un écosystème interne. Nous, les humains, on est plein de milliards d'êtres vivants en nous. Et puis l'écosystème environnemental, vous le voyez bien, on sait d'ailleurs pas pourquoi, mais pendant la saison froide, il y a un certain nombre en Europe, hein, parce que la grippe existe dans les pays chauds, mais elle n'a pas la même distribution annuelle. Vous voyez, les conditions atmosphériques, l'écosystème autour de nous influencent les maladies, leur fréquence, sans qu'on en connaisse vraiment les raisons. Ouais, alors la façon dont on agit justement, alors là sur l'environnement, sur la forêt tropicale justement, l'émergence de virus comme Ebola, c'est lié justement directement à l'impact de l'homme sur le milieu ou pas? Je sais pas, mais j'ai une théorie. J'en sais rien, mais j'ai une théorie. Ouais. Moi, je vais souvent en Afrique, je regarde ce qui se passe, et donc il y a eu 2 énormes révolutions qui se sont passées en Afrique. La première, c'est le téléphone portable. Donc il y a le téléphone portable partout, il y a pratiquement un téléphone portable par habitant maintenant en Afrique, et du coup ça a changé l'écosystème des échanges, c'est-à-dire que dans beaucoup de villages il n'y a pas d'électricité, mais il y a un fournisseur d'électricité, et donc les gens viennent tous se brancher pendant 2 heures par jour, ce qui entraîne des rencontres qui n'existaient pas avant. Et les objets, c'est une des choses qu'on est en train de découvrir dans la transmission des maladies infectieuses, c'est les objets jouent un rôle, en particulier le téléphone portable. On sait qu'il y a des infections hospitalières maintenant qui sont liées au fait que les médecins ont touché le téléphone portable. Ouais. Et la deuxième grande révolution qui est plus récente, c'est l'introduction des motos chinoises en Afrique. Et donc, les motos chinoises, ça coûte 100 €. Les Africains mettent parfois 1 litre dedans. Ils passent dans des chemins qui sont incroyables. Et donc, la communication qui passait au XXe siècle par la création, vous voyez, de poteaux télégraphiques pour le téléphone et de routes et d'infrastructures très très importantes pour les véhicules est en train de changer, et donc la mobilité et la communication en Afrique est en train de changer. Et donc moi, ma théorie, c'est que Ebola en particulier, qui était une maladie qui est restée cantonnée en lisière des forêts, et maintenant se déplace du fait des changements de moyens de communication et de l'utilisation de véhicules comme les téléphones portables. Donc je pense que effectivement, ce qui s'est passé là est une conséquence de modification de l'écosystème. Alors mieux vaut guérir que prédire. Donc petit détournement d'expression pour décliner maintenant ce que vous dites depuis un certain nombre de temps. D'abord pour décrire un climat d'angoisse ambiant et des peurs irrationnelles qui s'emparent souvent de l'opinion. Ça, c'est vraiment votre cheval de bataille maintenant, Didier Raoult. Hein. Livre après livre. Hein. Si vous voulez, j'ai une certaine allergie aux prophéties en général. Donc ça fait partie de ma nature profonde. Et j'ai même inventé, j'ai essayé d'inventer ou de reprendre une théorie qui s'appelle la théorie du croquet vivant, qui est une théorie basée, comme beaucoup de théories modernes, basée sur Alice au Pays des Merveilles, où Alice, les gens doivent se souvenir de ça, avoir vu le film, s'ils n'ont pas lu Alice de l'autre côté du miroir. Alice joue au croquet avec un flamand qui est vivant et une boule qui est un hérisson.
Et il est absolument impossible de jouer au croquet comme ça, parce que Alice est un être vivant qui est imprévisible, le flamand lui-même est imprévisible, des fois il tourne la tête d'un côté et de l'autre, et le hérisson, lui, fait aussi ce qu'il veut. Ce qui fait que quand vous avez 3 êtres vivants différents, imprévisible, essayer de prévoir où va la boule est impossible. Ouais. Voilà. Mais enfin, on a la science quand même aussi pour nous aider à imaginer l'avenir quand même, non? Oui, mais la science n'est pas là pour prédire des choses qui sont multifactorielles et basées sur des systèmes complexes, multifactoriels. On connaît une partie de l'histoire, donc il y a des choses qu'on arrive à envisager, mais je vous donne des exemples. Par exemple, on pense pouvoir éradiquer complètement telle ou telle maladie, mais jusqu'à un passé récent, par exemple, on ne savait pas qu'il y avait un réservoir. C'est-à-dire, les microbes existaient dans un domaine dont on ne savait pas que ça existait jusqu'à ce moment-là. Eh bien, notre capacité à éradiquer cette maladie devient impossible simplement parce qu'on ne savait pas qu'il existait un réservoir, on appelle ça comme ça, qui était inconnu jusque-là. Et donc ça n'est pas aussi simple que ça. En particulier, on est en train de voir en Afrique qu'il y a beaucoup des grands singes, les gorilles, les chimpanzés, qui sont des réservoirs de maladies humaines, et que donc, sauf à tuer tous les grands singes, ce qui ne paraît pas raisonnable, il restera des réservoirs extérieurs, sauf à avoir des campagnes de vaccination pour les grands singes pour éradiquer ces maladies. Donc les choses sont infiniment plus complexes, et donc c'est bien, on est bien obligé d'avoir des idées simples pour agir, mais il ne faut pas en être dupe. Ouais. Donc ces chroniques, c'est quoi? C'est un antidote à la peur, justement, pour vous, dans ce contexte ambiant? Vous dites vraiment la peur, c'est la maladie du siècle, quoi, aujourd'hui? C'est ce qui est, c'est pas c'est quelque chose, la peur est quelque chose qui est tout à fait, la peur, c'est la peur du changement. La peur du changement est quelque chose qui est tout à fait naturel chez tous les animaux. Vous voyez bien, si vous voyez des animaux dans la forêt ou des animaux sauvages ou vos propres animaux familiers, vous voyez bien que si c'est des bruits qu'ils ont l'habitude d'entendre, ils ne bougent pas. S'il y a un bruit nouveau ou s'il y a un événement nouveau, eh bien, tout de suite, ils sont dans une position de défense. Donc c'est naturel d'avoir peur vis-à-vis de quelque chose qui change. Et comme les choses changent maintenant plus que jamais, et que la diffusion de tout ce qui change maintenant dans tous les coins du monde n'arrête pas. C'est-à-dire que si c'était, à la limite, si on avait juste peur de ce qui se passe en France, c'est une chose, mais là on s'affole pour ce qui se passe en Arabie Saoudite, en Guinée, et donc cette information générale, globale de la Terre entière sur 7 milliards d'habitants est quelque chose qui fait que, bien entendu, il change toujours quelque part quelque chose, il y a toujours un nouveau risque qui arrive, mais est-ce qu'on est concerné? Jusqu'à quel point on ne néglige pas les choses qui sont vraiment des choses importantes? C'est ce que j'essaie de rappeler. Il ne faut pas négliger les choses dont on sait qu'elles posent des problèmes au nom de problèmes dont on ne sait pas ce qui existe. Donc, un des bons exemples d'ailleurs est celui du tabac versus le vapotage. Enfin, le tabac, on sait que ça tue. Le vapotage, on n'a aucune raison de penser que ça tue. Donc on peut toujours le prédire, vous voyez, mais il vaut mieux d'abord commencer par expliquer aux gens que tous les moyens sont bons pour lutter contre le tabac. Oui, le vapotage en particulier. Le vapotage en particulier. Didier Raoult, donc vous êtes chercheur, vous êtes rédacteur en chef ou rédacteur adjoint de grands journaux scientifiques sur les maladies infectieuses. Donc là, c'est vraiment votre domaine, vous en êtes spécialiste. Mais alors là, pour le coup, informer le public sur des sujets qui ne sont pas liés à vos recherches, je pense au climat, par exemple, exemple particulier. Où est votre légitimité, vous, là-dedans, justement ? Elle vient de là, justement. Si vous voulez, j'ai une très longue habitude. J'ai commencé à lire des articles, à les analyser depuis plus de 30 ans. J'ai l'habitude de décrypter les choses. Mais le décryptage, ça fait partie. Et puis j'ai formé des dizaines de gens à analyser des articles, et je continue à le faire. Au moins 2 fois par semaine, j'apprends aux gens comment on analyse des articles, et y compris des articles dans les meilleurs journaux médicaux, en montrant quels sont les biais. Pourquoi ça pose un problème d'interprétation, en particulier quels sont les conflits d'intérêts. On parle beaucoup de conflits d'intérêts financiers, mais et c'est la question du climat est une question très très intéressante. Si vous travaillez sur le climat, il est impossible que vous ne pensiez pas que le climat est un problème. Donc il ne peut y avoir des raisonnements que circulaires. Donc les interrogations ne peuvent venir que de gens qui sont extérieurs au champ. Imaginez que quelqu'un qui travaille sur le climat, il y a des journaux entiers. Nature publie un journal qui lui rapporte beaucoup d'argent, qui est payé par les gouvernements pour pouvoir faire de la recherche sur les changements climatiques. Mais d'un coup, si vous dites, écoutez, le changement climatique... Les climatologues, ils s'interrogent quand même. Il ne faut pas forcément être de l'extérieur pour s'interroger sur la question, quand on en est le spécialiste. Oui, mais si vous voulez, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai vécu d'une manière interne cette question, je vais vous dire. Et donc, c'est pour ça que je l'analyse comme ça. J'ai été à un moment chargé de mission par le ministère pour travailler sur le bioterrorisme. C'était très compliqué, j'avais beaucoup de doutes déjà à l'époque. Et heureusement, c'était une escroquerie totale. Cette histoire de bioterrorisme, ça n'existait pas, c'était un truc interne. C'est une intoxication vraiment de l'administration Bush qui est arrivée à un désastre absolu. Mais c'était extraordinairement difficile parce qu'en face de décider qu'on allait faire un financement massif sur le bioterrorisme, j'allais en être le premier bénéficiaire.
Donc c'était extrêmement difficile de dire je vais scier la branche sur laquelle je suis assis, je vais dire écoutez, tout ça, on n'a aucune preuve, c'est pas clair du tout, et donc c'est pas raisonnable de faire des investissements de cette nature-là. On a acheté des tonnes de médicaments qu'on a jetés en France aussi, et donc qui n'avaient aucun sens. Donc c'est très très compliqué. Quand vous êtes le premier bénéficiaire sur le plan scientifique d'une crise, c'est extrêmement compliqué de dire, vous savez, méfiez-vous, c'est probablement pas vrai. Ouais, on peut vous rétorquer la même chose dans votre domaine d'ailleurs, dans ces cas-là, alors, en microbiologie. Alors. Bien sûr, c'est une des raisons pour on pourrait douter alors dans ces cas-là. Mais on aurait raison de douter. Alors honnêtement, vous savez, je trouve que le doute est toujours créateur. Donc je suis pour le doute. Il y a pas de question. Et on aurait raison de douter. Par exemple, si vous voulez, on voit dans les maladies infectieuses maintenant où on avait une vision qui était héritée du 19e siècle. C'est pas compliqué. Il y a un humain, un microbe, et il fait une maladie. Maintenant, on voit que c'est infiniment plus compliqué. On voit que les autres microbes jouent un rôle important dans le fait qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas cette maladie. Qu'on y soit sensible ou qu'on n'y soit pas, notre potentiel génétique, notre histoire, peut-être d'autres paramètres, si vous voulez. Donc, bien entendu, la microbiologie a commencé par une simplification extrême dont on est en train de sortir, et donc les doutes étaient raisonnables. Ouais. Imaginons un climatologue qui viendrait écrire des articles dans Le Point sur la virologie, la microbiologie. De quel œil vous verriez ça, Didier Raoult? Franchement, franchement. Non, mais honnêtement, ça ne me gênerait pas du tout. Même s'il est à l'encontre d'un certain consensus? Oui, vous savez, il y a Bateson disait ça, j'aime beaucoup Bateson, qui écrivait ça. Vous savez, un scientifique doit apprendre à avoir toujours tort. C'est ça, c'est la base de la science. Voilà, la base de la science réelle, c'est celle-là. C'est-à-dire, et Brecht disait autre chose, il disait la science est la fille du temps. C'est-à-dire que la science est vraie à un moment la part de la science qui est pérenne est extrêmement faible. Celle qui est pérenne textuellement est extrêmement faible. Donc, si on n'est pas un scientifique, si on n'apprend pas à changer, si on n'apprend pas à être contredit, d'ailleurs, moi, je peux vous dire, les quelques domaines dans lesquels on a vraiment, dont je suis vraiment très fier, c'est les domaines dans lesquels, et c'est toujours comme ça, on a été le plus attaqué, le plus critiqué, dans lequel on a dit que c'était pas vrai. Ça nous a forcé à faire appel à toutes nos capacités, toute notre inventivité, toute notre énergie pour démontrer que c'était vrai. Ouais. Alors, dans le domaine de la santé, justement, parce que vous faites ce tri, finalement, en lisant les publications régulièrement, vous dites à quel point il y a des âneries quand même dans les plus grandes revues également. Mais c'est incroyable, quoi. Sur 10 articles scientifiques sur la santé, il faut en prendre combien pour argent comptant? Oh, je sais pas, mais on vit une époque qui est qui va poser de plus en plus d'interrogations, qui est l'époque de la question de la reproductibilité. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont en train de se poser la question de savoir si ce qui est écrit, y compris dans les meilleurs journaux du monde, là il y a un travail qui est en train d'être fait aux États-Unis de réévaluation des 50 articles les plus publiés de biologie sur la cancérologie, sur la reproductibilité. C'est un désastre. C'est-à-dire on arrive, y compris parmi les papiers les plus cités, les meilleurs sortis dans les meilleurs journaux du monde, à plus de la moitié que personne n'a jamais réussi à reproduire. Alors ça dit quoi alors finalement de ce système d'abord de publication et puis sur la vérité des études scientifiques? Si vous voulez, c'est parce que c'est quand même très troublant, non? Non, pas pour moi. Justement, c'est pour ça que je suis sceptique. J'ai grandi là-dedans. Je sais bien, si vous voulez, que chacun des ingrédients vivants, c'est ma théorie du croquet, chacun des ingrédients vivants que vous mettez, la lignée cellulaire, le milieu qu'on utilise, la température, la concentration, tout ça sont des facteurs qui peuvent entraîner une variation dans la réponse, et que donc ça n'est pas une vérité comme la vérité chimique simple, vous voyez. Donc c'est extrêmement complexe, et que donc ça amène à dire, et c'est encore plus compliqué quand on parle des humains. Vous savez, moi je crois à peu près aucune étude qui est basée sur les interrogatoires, parce que je pratique la médecine depuis longtemps, les gens mentent affreusement. Bon. Donc je les crois pas. Bon, écoutez, c'est pas très rassurant. On continue notre discussion dans un instant. Didier Raoult, mieux vaut guérir que prédire, c'est chez Michel Lafon. La tête au carré, Mathieu Vidard. Didier Raoult, professeur en microbiologie, et ce livre Mieux vaut guérir que prédire aux éditions Michel Lafon. Chercheur et journaliste au fond, parce que vous avez une vraie carrière de journaliste aussi quand même, depuis très longtemps. Écoutez, on peut dire vraiment très longtemps, parce que j'écrivais déjà dans le journal de mon lycée, et qu'à un moment j'ai fait une rubrique pendant 3 ans après, que j'ai oublié dans les pages oranges du Figaro sur recherche et économie, et puis ensuite là maintenant dans le Point. Donc ça me plaît de transmettre ce que je pense. Ouais. Est-ce que vous trouvez que vos confrères chercheurs devraient justement aller plus souvent comme ça devant le grand public pour expliquer? Je crois, oui, je crois qu'il y a une
parce que les choses vont de plus en plus vite, la distance qu'il y a entre la connaissance que nous avons maintenant, la population, et pas que la population, les décideurs, etc., est en train de s'agrandir. C'est un fossé qui est en train de s'agrandir. Et en particulier, on a une vision de la complexification des choses et qui se fait jour. Il y a une explosion dans le 21e siècle de technologie qui bouleverse notre compréhension des choses. Et on voit, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, pour des choses qui sont très très banales, vous voyez, on parlait des infections urinaires, que les infections urinaires, dans plus de 25% des cas, soient le reflet d'épidémies chez les poulets, et quelque chose que tout le monde devrait savoir, qu'on sait depuis un certain temps, et vous voyez, qui passe complètement inaperçu. On n'a même pas l'impression que les infections urinaires soient une épidémie. Vous voyez, on a l'impression pourtant, c'est le cas. Ah oui, c'est le cas. Et c'est lié au poulet. Beaucoup poulet, oui. Infection urinaire et poulet, mais comment on attrape ça alors exactement? Il y a ce qu'on appelle nous des épizooties, c'est-à-dire qu'il y a des épidémies dans les élevages de poulets, parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont une hyperurbanisation et une mondialisation, les poulets aussi, donc les porcs aussi. Donc il y a des milliers de poulets qui ont des contacts sociaux extrêmement proches, rapprochés, qui reçoivent de temps en temps des antibiotiques, même si théoriquement on n'a plus le droit de leur donner des antibiotiques pour les faire grossir. Avant on les faisait grossir avec des antibiotiques, maintenant on leur donne des antibiotiques pour éviter théoriquement ces épidémies. Donc il y a une sélection très importante de bactéries éventuellement résistantes. Et puis nous mangeons les poulets, et quand on mange les poulets, on touche le poulet, et si dans la chair de poulet il y a ces microbes, eh bien en les mettant à la bouche, les gens qui vont être susceptibles vont faire ces infections. Infection urinaire. Et là, c'est un vrai problème de santé. Ah oui, là ça tue. Et on n'en parle jamais. Ça tue des milliers de gens quand même. L'infection urinaire à Escherichia coli, voilà. ça tue Donc des milliers de gens. c'est ce que vous nous dites. Finalement, on parle pas des vrais problèmes. On parle pas des vraies maladies. On parle pas des vraies maladies, et en particulier parce que parmi les gens qui sont ou qui devraient être les médiateurs, ils sont ignorants de ce qui se passe, parce que les choses vont très vite, et que je vous dis, le fossé qui est en train de se creuser entre la connaissance et l'action est quelque chose et la connaissance générale, la connaissance de pointe et la connaissance générale est en train de s'agrandir à une vitesse phénoménale. Ah ben tiens, puisqu'on parle de poulet, Didier Raoult, voici un extrait des petits mouchoirs. Véro, ça franchement ça va, c'est bon. Écoute, si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas de ça chez moi. Tu le bois avant, mais pas devant les enfants. Et ça c'est pas mal ça, pourquoi on n'a pas le temps? Mais on a le temps, on est en vacances. Vous avez aucun respect pour votre corps. C'est pas du poulet, ça. C'est élevé en batterie, c'est bourré d'antibiotiques. Ouais, enfin, c'est moins cher. Ah bah oui, ça, oui, évidemment, oui, manger bio, ça coûte plus cher. Mais au moins, t'es pas malade. Hein, puis ça t'évite d'engraisser les labos pharmaceutiques. Ah, Didier Raoult, réaction sur le poulet bio, évidemment. Si vous voulez, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a eu une épidémie récemment, si vous voulez, d'Escherichia coli allemand qui était liée à des produits bio. Donc faut faire attention. Enfin moi je suis, si vous voulez, je suis pas un homme de clan, donc je suis ni pour le bio ni contre le bio, ni pour les vaccins ni contre les vaccins, ni pour le réchauffement ni contre le réchauffement climatique. Je suis sceptique, et donc j'essaie d'avoir une analyse qui soit une analyse prudente et dépourvu d'affect. Ouais. Vous êtes poulet sceptique alors, comme vous êtes climato-sceptique? Ah non, mais les poulets, on a fait beaucoup parce que on est allé, y compris prélever. Donc on a j'ai la chance d'avoir une équipe vétérinaire qui travaille dans notre IHU, qui est très vaste. Il y a plus de 400 personnes qui travaillent là-dedans, et donc on a accès à peu près à tous les animaux du monde. Et de temps en temps, on est obligé. Et donc on est allé prélever des poulets dans des élevages et sur des marchés, si vous voulez, pour essayer de réisoler les microbes qu'on nettoie. On avait trouvé une épidémie d'infection urinaire dans le nord de Marseille. Avec un germe différent des Escherichia coli. On a essayé de retracer ça pour retrouver ça sur les poulets. On l'a trouvé sur les poulets. Donc c'était, donc on sait ça. On sait que la grande source actuelle, une grande source actuelle d'infection, c'est les élevages massifs, que ce soit les élevages de porcs avec les staphylocoques dorés ou les élevages de poulets avec les entérocoques et Escherichia coli. Les vrais problèmes sanitaires, c'est quoi? C'est l'alcool, le tabac aujourd'hui? Tabac, beaucoup. La consommation alcoolique exagérée, oui. Après, l'alcool, c'est pareil, c'est une chose qui est plus complexe, c'est ce qu'on appelle des courbes en U. On sait que la consommation modérée d'alcool est associée avec une espérance de vie plus grande que pas d'alcool du tout. Mais la consommation excessive d'alcool est aussi associée à une baisse. C'est pas oui non. Le tabac, c'est oui non. Le tabac, c'est clair. Marjorie nous dit: je fais partie d'une famille de grands anxieux. Quand j'écoute les médias, je n'ose plus rien faire. Le lait, la viande, le gluten, les pesticides, ou je tremble d'attraper la maladie
maladie de l'année, vache folle, SRAS, grippe aviaire. Mais grâce aux livres, aux articles et aujourd'hui votre émission, l'angoisse dessert son étreinte. Tant mieux, non? C'est le but de l'opération un peu, non? Oui. C'est de remettre en perspective le fait que, tu vois, il y a deux choses. On peut pas ne pas avoir peur de la mort puisqu'on meurt tous. Donc ça, il faut dire aux gens, à la fin on meurt. D'accord? Il y a pas on connaît pas, on sait pas comment être immortel. On sait pas. Je doute qu'on n'a pas la recette encore. Ouais. Oui, on l'aura probablement pas avant que je meure moi-même, donc je le saurai pas. Mais en attendant, ce qui est vrai, c'est qu'on contrôle de mieux en mieux les risques. Et le principe, c'est de garder un peu de bon sens, de pas se rendre fou, parce que c'est mauvais pour la santé de se rendre fou, et d'essayer de mener. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes que l'on a sur l'espérance de vie montrent que c'est la qualité, c'est associé à la qualité de vie, la longévité. C'est associé à la qualité de vie. Et la qualité de vie psychique aussi. Hein. Et les psychiques aussi. C'est pour ça que les gens parlent du régime méditerranéen. Je sais pas si c'est le régime méditerranéen ou si c'est le fait de vivre dans le périmètre méditerranéen, de manger de manière équilibrée, de prendre le soleil, de pas tout dramatiser, qui fait qu'on vit un peu plus longtemps. Patrice nous dit la santé est malheureusement devenue une ère de méfiance en raison des nombreux conflits d'intérêts, des incertitudes thérapeutiques où s'engouffrent des charlatans, collusion, corps médical, groupe pharmaceutique, pratiques non avérées ou à contrario dérangeantes. Si vous voulez, c'est vrai que il y a eu des périodes et il y a un vrai point, si vous voulez, qui est que quand vous êtes un industriel, que ce soit du vaccin, du médicament ou n'importe quoi d'autre, il faut pas croire, ou de l'agroalimentaire. L'objectif majeur à la fin, c'est de faire des bénéfices. Donc si on prend pour les bienfaiteurs les gens dont l'objectif initial c'est le chiffre à la fin de l'année, on fait un contresens. Voilà. Il faut pas se laisser embarquer, mais ce qui est vrai pour l'industrie pharmaceutique, c'est vrai aussi pour l'agroalimentaire. Moi, je viens de voir, je ne citerai pas le nom, mais une grande publicité de l'agroalimentaire. On dit, nous, on fera pas d'OGM, dont on a démontré qu'ils faisaient quoi que ce soit, ni de pesticides, mais il n'empêche qu'ils vendent des trucs qui sont bourrés de sucre et de sel, qui tuent, vraiment. D'accord. Et donc, si vous voulez, je crois pas. C'est Virgile qui disait dans l'Énéide, je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux. Donc moi, je me méfie des cadeaux des gens dont le but et qui est un but naturel. Moi, je suis un libéral. C'est bien que les gens gagnent de l'argent, mais leur métier, c'est ça. Et donc, nous, médecins, on est bien obligés de travailler avec les industriels et du médicament et du vaccin. C'est eux qui fournissent nos armes ou du diagnostic. Simplement, on doit être lucide sur le fait que leur rôle à eux, c'est de gagner de l'argent dans des conditions légales. Et que nous, notre rôle, c'est de pas gagner de l'argent avec ça. Notre rôle, c'est de gagner de l'argent en faisant notre métier. Pas par eux, mais avec notre métier. Et donc, c'est une vraie question, c'est une vraie difficulté qu'il faut être lucide avec ça. Et c'est vrai que pendant des années, un certain nombre de médecins n'ont pas du tout été lucides avec ça. Ouais. Alors justement, les problèmes de santé publique. Quel bilan vous faites du quinquennat là, qui va s'achever justement en matière de santé publique? Et puis qu'est-ce que vous préconisez, vous, justement, pour modifier, puisque vous proposez un certain nombre d'idées? Si vous voulez, je pense que c'est toujours extrêmement difficile de faire un point immédiat sur les choses. Il faut un peu de recul pour le faire. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes erreurs telles qu'on l'a vu avec H1N1 ou telles qu'on l'a vu avec Kouchner et l'hépatite B. Donc il n'y a pas eu ces grandes erreurs qui mettraient. J'espère que la ministre ne rentrera pas dans les propositions qui ont été faites sur la vaccination, qui me paraissent complètement décalées avec un monde démocratique. On en parlait. Il faut absolument vacciner tout le monde. Non, enfin, on peut pas imaginer. Il n'y a pas un pays au monde qui fait il y a que les pays communistes qui faisaient la vaccination obligatoire contre tout le monde. C'est une idée farfelue. Enfin, ça n'existe pas socialement de dire on va faire. Donc j'espère que la ministre est lucide là-dessus et qu'elle va pas rentrer dans la vaccination obligatoire pour tous parce qu'on rentrerait dans une catastrophe. Donc c'est pas comme ça. Il faut arrêter. D'ailleurs, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de ne pas faire comme il avait été fait pour H1N1. Il faut passer. Il y a un relais, c'est les médecins. Les gens. Moi, j'ai fait plusieurs fois ça m'amuse beaucoup parce qu'au moment de H1N1, au moment où Roselyne Bachelot et le gouvernement a décidé que c'était lui qui allait prescrire la vaccination et n'a plus voulu s'appuyer sur les médecins. Moi, j'ai posé 3 fois à des amphithéâtres. Écoutez, voilà, Madame Roselyne Bachelot, vous dites vous vaccinez, est-ce que vous le faites? Il y a personne ne lève la main. Votre médecin généraliste vous conseille de vous vacciner, est-ce que vous le faites? Il y a 50% des gens qui levaient la main. Et ça, c'est la réponse à la question. C'est-à-dire que la réponse à la question de la vaccination, c'est les médecins. Et si un vaccin est considéré comme étant très utile par le médecin et par les parents, comme la vaccination contre les méningites, la pneumocoque et l'hémophilus, il a un succès fou. C'est les vaccins dont on n'a pas perçu quel était le bénéfice qui ne passent pas. Et ça n'est pas en les imposant que les gens penseront que c'est crédible. En les imposant, on nous cache quelque chose, plutôt que de nous dire à quoi ça nous sert. Aujourd'hui, Didier Raoult, la demande en soins
augmente, évidemment, et le nombre de médecins baisse. Comment on explique ça d'abord aujourd'hui, parce que vous l'expliquez bien, ce phénomène. On bloque les chiffres, en fait, d'entrée des étudiants ? Et encore, ça s'ouvre maintenant. C'est une énorme erreur qui commence à Simone Veil. Je peux vous dire, il y a 2 ou 3 domaines dans lesquels j'ai eu un sentiment d'échec extrêmement violent. Celui-là en est un. C'est-à-dire, je me suis vraiment battu pour réouvrir le numerus clausus quand j'avais des responsabilités universitaires. On est tombé face à une administration absolument aveugle et sourde qui n'écoutait pas. Le moment le plus bas de tous, moi je vraiment commençais à me battre, il n'y avait plus que 3000 étudiants. Alors j'étais sensibilisé parce que mes enfants ont fait des études de médecine, alors je n'étais pas content qu'il n'y ait que 3000 postes en France en tout et pour tout, alors que l'année qui était avant la mienne, en études en médecine à Marseille, il y en avait eu 1000 qui étaient passés en deuxième année, et donc là on était à 3000 sur la France. Et dans le même temps, quand moi j'étais président d'université, on avait donné une autorisation d'exercer à 8700 étrangers non européens pour combler les déficits, et pendant ce temps, on empêchait des gosses dont c'était le rêve de devenir des médecins, qui avaient 14,5 ou 15 sur 20 de devenir médecins. Ouais. C'est une histoire de fou. C'est montrer comment la centralisation peut arriver à un délire absolu. Et donc, il faut arrêter ça, il faut ramener ça au niveau des facultés, faire comme et il faut laisser nos gosses qui ont envie de faire de la médecine, faire de la médecine. Ça va de soi. Mais c'est incompréhensible, parce qu'on voit que les délais pour prendre des rendez-vous s'agrandissent, évidemment. C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes, et on bloque au départ les étudiants. Je peux vous dire, c'est vraiment, ça a été un des domaines dans lequel j'ai le regret d'avoir été absolument incapable d'influer sur l'évolution, en dépit, mais je vous assure que j'ai eu une mobilisation de tous les instants. J'ai vu les ministres, j'ai vu les gens, personne n'écoutait. Voilà, c'est comme ça, personne n'écoutait. Il y a un système, je sais pas, il y a des gens qui expriment leur pouvoir par leur capacité à empêcher, si vous voulez, à imaginer. Là aussi, vous vous demandez pourquoi je déteste qu'on prédise. Il y avait des imbéciles, le ministère, qui avaient prédit qu'on aurait besoin de ça, mais ils n'avaient pas tenu compte de choses majeures, qui sont l'augmentation du besoin en soins du fait du vieillissement, la féminisation. Les femmes médecins travaillaient en moyenne 30% de moins que les gens. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu non plus, c'est que les médecins de maintenant, ils veulent pas travailler comme nous. Nous, on travaillait 70 heures par semaine et on disait rien. Maintenant, les médecins, ils veulent travailler 45 heures, comme les autres. Et donc, il y a un vrai changement qui n'a pas été prédit, et que donc on prédit pas dans les cabinets ministériels, et donc il faut laisser un peu les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, plutôt que de les contrôler. Mais il y avait un énarque, probablement, qui avait décidé que chaque médecin prescrivait tant d'examens, et que donc, si on diminuait les médecins, on diminuerait le coût de la sécurité sociale. C'est un délire administratif. Didier Raoult, pour attiser notre anxiété, un petit extrait d'Homeland. Tu sais au moins ce qu'il y a dans les caisses qui viennent du Kosovo, bois. T'en as aucune idée. Des fûts de difluorure de méthylphosphonyle, du DF. En le mélangeant à l'isopropanol, on obtient du gaz sarin. T'as jamais tué personne, mais dans ces fûts, y a de quoi en tuer plusieurs milliers. Je crois que c'est la façon la plus dégueulasse de crever. Tais-toi. Bois, ça attaque les fonctions nerveuses du système respiratoire. Ça paralyse les poumons, ça provoque des convulsions, on se pisse et on se chie dessus, puis on dégueule ses boyaux. D'accord. T'as pas soif alors? Va voir, il y a des vidéos sur Internet. Voilà Didier Raoult. Le terrorisme bactériologique, alors vous le disiez, vous n'y croyez absolument pas. Ah, mais c'est pas ça, c'est que je me suis fait, là aussi ça fait partie des choses qui ont été douloureuses, puisque moi j'ai été conseiller du ministre à cette époque-là. Donc on sait très bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que celui qui était l'employé, l'ingénieur, qui travaillait pour l'armée à Fort Detrick, pour militariser le charbon aux États-Unis. Quand les États-Unis ont décidé, en réalité, ça marche pas. C'est pas par bon cœur que les Américains, enfin, il faut pas rigoler. L'armée américaine n'a pas arrêté le bioterrorisme par bon cœur. Ça marche pas du tout. Ça marche très mal. Côté de n'importe, vous le voyez bien, à côté d'une Kalachnikov ou d'un camion, l'anthrax, c'est ridicule. Le type qui travaillait là-dessus, quand le laboratoire a été fermé, a embarqué des bactéries avec lui. C'est un type qui avait un passé psychiatrique extrêmement lourd et qu'on avait foutu juste à développer les armes. Et il a disjoncté au moment du 11 septembre. Et c'est lui qui a envoyé les spores. Et là, les Américains le savaient 3 mois après, parce que moi, je connais le type qui a fait la séquence
tout de suite, quand ils ont les bactéries, ils ont fait faire la séquence du génome pour voir ce que c'était que ce génome. Et on sait que c'était exactement le génome qui avait été militarisé par les Américains. Donc 3 mois avant, on le savait. Mais il y a eu une intox phénoménale, y compris avec Colin Powell qui montrait aux Nations Unies, voilà la bactérie de l'anthrax qu'a Saddam Hussein qui va nous envoyer dessus. Et à la fin, au bout d'un an, ça a été très très bien analysé par Noam Chomsky, dans la fabrique du consentement, eh bien, au bout d'un an, 65% des Américains pensaient que l'histoire de l'anthrax était Saddam Hussein. Donc c'est une intoxication brutale. La suite de ça, c'est que il y a eu un film, là aussi, de prédiction qui a été faite par John Hopkins sur qu'est-ce qui se passe si en plus il a le virus de la variole. Il faut savoir que le virus de la variole, il n'y a que les Russes et les Américains qui l'ont, qui refusent de le détruire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il terminait le film, il y avait déjà 1 million de morts. Et donc, il a fait, pour adhérer jusqu'au bout à sa folie de bioterrorisme, il a fait vacciner tout le personnel américain qui est intervenu pendant la guerre en Irak, et il y a eu 100 morts. Donc il a tué 800 morts à cause d'un fantasme qui était plus que les morts qu'il y avait eu avec le charbon, pour un fantasme que plus personne n'a contrôlé. Voilà, ça c'est la prédiction. Et voilà quelques exemples que vous abordez dans ce livre de santé publique, de bioterrorisme, de climat par exemple. Mieux vaut guérir que prédire, c'est chez Michel Lafon. Vous restez avec nous, Didier Raoult, parce que vous avez un grand fan qui va faire sa chronique dans un instant. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Alors, comment se fait-il qu'un médecin féru de nouvelles technologies comme vous soit si réticent face à la télémédecine? C'est votre sujet de chronique, justement. Bah oui, réticent, mais le mot est faible, Mathieu. Je suis très énervé. Et je suis pas le seul, d'ailleurs, parce que mon confrère Gérald Kierzek, sur Europe 1, a poussé aussi son coup de gueule avant-hier. Il faut dire que la campagne électorale est la porte ouverte à tous les délires sur la santé. Le point de départ, en fait, de notre colère, c'est une photo d'Emmanuel Macron qui teste une cabine de téléconsultation. Le patient est assis dans une sorte de photomaton rempli de capteurs et il consulte un médecin à distance. Et ça, c'est pas bien. Vous savez, Mencken, qu'on appelait le sage de Baltimore, disait avec humour que pour chaque problème complexe, il y a une solution simple, évidente et fausse. Eh ben, la consultation en télécabine, c'est exactement ça. C'est un miroir aux alouettes qui éblouit surtout les pigeons au ministère ou des agences régionales de santé qui financent le bousin. Savez-vous, Mathieu, à combien revient actuellement une consultation à distance avec ce truc? Non, aucune idée. 1 000 €. C'est énorme. Ah oui, c'est cher la consultation. Oui, quand même. 1 000 €. Et je peux pas m'empêcher de les mettre en parallèle avec le coût scandaleusement dérisoire du passage d'une infirmière à domicile. Franchement, toute la technologie utile et nécessaire pour faire de la médecine à distance tient dans un smartphone. Il permet à une infirmière au chevet d'un malade isolé de discuter avec un médecin, de photographier des lésions ou des éléments du dossier, de piloter un dialogue avec le patient. Mais bon, un banal smartphone, c'est trop simple et donc pas assez techno-sexy pour attirer les subventions ou être valorisé devant la presse. C'est toujours comme ça. Techno-sexy, je retiens le terme. C'est pas mal. Et puis c'est pareil pour les avis de spécialistes. Les généralistes à la campagne, ils aimeraient bien pouvoir joindre facilement des confrères au téléphone quand ils ont un problème en face d'un patient. Mais là encore, un smartphone, ça suffit pour dialoguer, pour échanger des images ou des données. Mais le problème, c'est avant tout la disponibilité du médecin spécialiste au bout du fil. Et c'est ça, c'est pas une super technologie qui va résoudre le problème. Mais dans les sondages, les patients sont assez demandeurs de téléconsultation quand même, Dominique, non? Ouais, enfin ça, Mathieu, ça c'est de la pure manipulation. Alors évidemment, les jeunes femmes interrogées pour des renouvellements de pilules par email, elles sont pour, bien sûr. Pareil pour le suivi de la tension artérielle chez les patients qui la prennent eux-mêmes. Mais allez interroger les petits vieux pour leur demander s'ils aimeraient consulter dans une cabine à la mairie, et puis allez donc les voir à la poste devant les machines à affranchir, vous devinerez leur réponse. Non, la bonne télémédecine, ça utilise des outils simples et éprouvés, comme l'email, le téléphone, qui sont parfaitement adaptés à de nombreux actes médicaux. Mais on attend quand même toujours que la réglementation évolue, et c'est ça qui bloque. Et c'est pas avec des télébidules ruineux qu'on va résoudre nos problèmes, c'est en aidant les soignants à faire leur métier, au lieu de mettre des bâtons dans les roues en permanence. Quand on est vraiment malade, on veut un humain en face de soi et pas une caméra ou un micro. Didier Raoult, réaction à cette chronique de Dominique Dupagne? Oui, je suis d'accord. Il y a effectivement un nombre d'outils portables. Je crois d'ailleurs que tous les médecins ont une vraie question sur le scientisme médical. Si vous voulez, on peut pas se passer, on sait ça avec l'effet placebo et l'effet nocebo, on ne peut pas se passer de la qualité des médecins et la qualité du rapport médical. Vous savez, il y avait de la médecine et il y avait des bons médecins avant toute connaissance chimique et physique. Il y avait des bons médecins depuis des milliers d'années. Donc le rapport humain dans la médecine est une chose qui est absolument essentielle et il ne faut pas nous faire perdre de vue, et la bonne science c'est ça, il ne faut pas nous faire perdre de vue que le médecin restera. Les certitudes que l'on a actuellement sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques changeront, mais la qualité du rapport entre le médecin et le malade restera quelque chose qui est absolument essentiel dans la prise en charge et dans les soins. Mais la télémédecine, ça peut être intéressant dans des zones très reculées par contre, non ? Pour donner accès à...
Moi, je suis d'accord. Peut-être, effectivement, c'est l'âge passant, si vous voulez. Je trouve qu'il est infernal d'utiliser ces objets digitaux pour faire tout ce qu'on fait à chaque fois qu'on change de génération de téléphone. D'ailleurs, il me faut 3 mois pour apprendre à m'en servir. Ouais. Et donc, quand vous imaginez... Dominique, très vite. Attention, c'est pas la télémédecine que je conteste. Je dis qu'on peut la faire avec un smartphone. Ce sont les télébidules qui coûtent des centaines de milliers d'euros et qui sont des délires. C'est ça le problème. Merci beaucoup, en tout cas, à Didier Raoult. Et puis, Dominique, on retrouve votre chronique sur France Inter. À jeudi prochain. À jeudi dynamique. Merci. Fabrice Drouel, bonjour. Bonjour Mathieu Villard. Affaires sensibles avec vous.